Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de physique quantique, comme ça a été annoncé, et il se peut que certains d'entre vous ne comprennent pas du tout ce que je vais dire. Et il ne faudra pas que ça les inquiète, au contraire, c'est normal. Je pense qu'on peut dire que personne aujourd'hui ne comprend la physique quantique, ce qui n'empêche pas de l'utiliser et même de la manipuler. Et je vais essayer de vous expliquer donc de la façon la plus compréhensible d'où vient que c'est incompréhensible. Voilà. Et avant, je vais vous raconter l'histoire d'un livre dans une bibliothèque. Imaginez que vous soyez dans une bibliothèque municipale, une médiathèque, vous circulez dans les travées et vous finissez par repérer dans un rayonnage un livre qui vous intéresse. Donc vous notez les références, puis vous vous dirigez vers le bibliothécaire en indiquant ces références et en précisant que vous souhaiteriez emprunter ce livre. Le bibliothécaire regarde dans son catalogue et constate que la référence que vous lui avez donnée n'y figure pas. Quelle sera votre réaction? Je pense que vous direz que le livre étant bien là, vous l'avez vu, c'est un élément de réalité. Et si le catalogue n'en fait pas mention, c'est qu'il est incomplet. Mais il y a une autre réaction possible, plus originale, qui consisterait à faire confiance au catalogue et à se dire finalement, si le livre n'est pas indiqué dans le catalogue, c'est peut-être qu'il n'existe pas. Et donc, vous qui croyez l'avoir vu dans la travée, dans un rayonnage, avez peut-être été victime d'une hallucination, ou peut-être avez-vous rêvé d'un livre qui n'existe pas. Alors, je vous demande de vous souvenir de cette histoire lorsque j'évoquerai le débat qu'il y a eu autour de la physique quantique entre Albert Einstein et un autre grand physicien qui s'appelle Niels Bohr. Débat qui portait justement sur la complétude de la physique quantique, et c'est un débat analogue à la question de savoir si le catalogue de la bibliothèque était complet ou non, et ça interroge donc le concept de réalité. Qu'est-ce qui existe finalement? Est-ce qu'il existe des choses que la théorie ne précise pas, ou est-ce que la théorie est suffisante pour décrire les phénomènes? Alors, la révolution quantique, car c'en est une, s'est constituée dans les années 20 du siècle dernier, à une époque où les données sur la matière et ses interactions, par rapport à aujourd'hui, étaient quasiment inexistantes. Dans les années 20, qu'est-ce qu'on connaissait de la matière? Qu'est-ce qu'on connaissait en termes de particules élémentaires? Le proton, l'électron, le photon, particule de matière, tout juste, et puis c'est tout. Et en termes d'interaction fondamentale, on connaissait la gravitation, l'électromagnétisme, pas encore les forces nucléaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des jeunes gens, Heisenberg, Pauli, Dirac et quelques autres, ont élaboré un formalisme qu'on utilise encore aujourd'hui et qui a résisté à toutes les nouvelles données acquises au cours du XXe siècle. On a découvert le neutron, on a découvert les interactions nucléaires, on a découvert les quarks, le boson de Higgs, et aucune de ces découvertes fondamentales ne remet en cause les principes énoncés dans les années 20 du XXe siècle. Alors la physique quantique, d'abord, c'était une révolution dans la façon de décrire les objets physiques. Et puis, elle a donné lieu à un nombre incroyable de découvertes et aussi à de multiples applications technologiques. Et dans les années 80, elle a abouti à une découverte expérimentale dont elle avait elle-même donné l'indication, qu'on appelle la non-séparabilité quantique ou l'intrication quantique. Et quand ces phénomènes ont été découverts, ça a créé une très grande agitation chez les physiciens qui se sont demandé si c'était une bizarrerie de la nature, une étrangeté impossible à comprendre. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte que même si on ne comprenait pas très bien ce que ça signifiait, on pouvait utiliser ces phénomènes comme des ressources. Comme des ressources, c'est-à-dire ça nous donnait la capacité d'agir dans toutes sortes de domaines, par exemple pour faire de la cryptographie, par exemple pour faire de la téléportation d'état physique d'un objet vers un autre, par exemple pour traiter l'information, et peut-être un jour ça donnera la capacité de faire des calculs que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire, par exemple grâce à un ordinateur quantique dont on parle beaucoup et qui est une promesse dont on verra par la suite si elle est envisageable ou pas. Alors,
ce qui a déclenché cette seconde révolution, en fait, outre la découverte que j'ai évoquée et que je préciserai tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a compris que la physique quantique, c'est moins une révolution dans la façon de décrire les objets physiques qu'une révolution dans la règle de composition des objets. Composer un objet avec un autre, c'est-à-dire les ajouter, en fait, ça paraît simple. En fait, même dans la vie courante, c'est pas si simple. On dit 1 plus 1 égale 2, c'est vrai. Mais si par exemple je prends un verre de jus d'orange, je le pose là, j'en prends un second que je pose à côté, ça fait 2 verres de jus d'orange. Mais si je verse le premier dans le second, est-ce que j'ai encore le droit de dire que j'ai 2 verres de jus d'orange? Autre exemple, je prends une banane, puis une deuxième banane, ça fait 2 bananes. Mais c'est vrai seulement pendant un certain temps. Car si j'attends trop longtemps, arrivera un moment où les bananes ne ressembleront plus à des bananes. Donc même dans la vie courante, la composition des objets n'est pas une affaire si simple qu'on le croit. Et dans le monde quantique, c'est pire. Un photon plus un photon, ça peut faire un seul système quantique. Parfois, ça en fait 2. En fait, ça dépend de l'histoire des photons et ça dépend surtout de ce que l'observateur veut faire avec ces photons. Autrement dit, la réponse à la question comment un photon se compose avec un photon dépend de l'expérience qu'on réalise avec ce ou ces photons. Autrement dit, la composition et les règles qui lui sont associées dépendent du contexte. Alors, pour expliquer ce qu'est la physique quantique, je vais commencer par le début de l'histoire, c'est-à-dire la naissance de la physique moderne, avec Galilée, Descartes, Newton et quelques autres. Ces gens adhéraient à ce qu'on appelle aujourd'hui un mécanicisme naïf. C'est-à-dire qu'ils pensaient que pour décrire le monde physique, les objets physiques, il fallait utiliser des concepts familiers, dont Descartes, par exemple, pensait qu'ils étaient même innés, qui sont les concepts de figure, de position, de mouvement. À partir de ces concepts, on peut décrire le monde comme une espèce d'horloge sophistiquée dont les physiciens ont à décortiquer les mécanismes. Et d'ailleurs, ces concepts familiers, ils continuent d'irriguer notre façon de penser le monde physique. Songez aux grosses molécules que manipulent les biologistes, composées d'un grand nombre d'atomes. Nous les dessinons comme des objets qui existent objectivement. Les atomes qui les constituent ont une trajectoire bien définie dans l'espace. Ils sont isolables au moins par la pensée des atomes qui les entourent. Bref, nous considérons que ces molécules sont des sortes de mécaniques sophistiquées. Eh bien, ce mécanicisme naïf a été détrôné au début du XXe siècle parce que l'un de mes professeurs, qui s'appelait Bernard d'Espagna, a appelé l'einsteinisme. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste en l'idée que, finalement, les concepts familiers ne sont pas les bons. Et les 2 exemples qu'il prenait sont les 2 relativités. Celle qu'on appelle la relativité restreinte, élaborée par Einstein en 1905, et cette théorie, qui est une révolution dans la façon de considérer, comme vous le savez, les liens entre l'espace et le temps, a une implication qu'Einstein a publiée en septembre 1905, qui est la formule E égale mc2. Une formule mathématique simple, mais qui a des effets qui sont contradictoires avec le sens commun. E égale mc2, c'est une formule qui vous dit que si 2 particules entrent en collision, et vous voyez sur l'écran une photo de collision de protons produite au LHC, l'accélérateur de Genève, eh bien, l'énergie cinétique des particules incidentes, qui est une propriété des particules, est capable de se transformer en de nouvelles particules. Donc c'est une formule qui vous indique qu'une propriété d'objet peut devenir elle-même un objet. C'est comme si je vous disais que la hauteur de la tour Montparnasse peut se transformer en tour Eiffel. Donc c'est un phénomène qui viole le sens commun et qui montre que les bons concepts pour décrire le réel ne sont pas les concepts familiers, sont des concepts mathématiques, ou du moins ce sont les mathématiques qui nous donnent les bons concepts. Autre exemple, la relativité générale, qu'Einstein publie en 1915, nouvelle théorie de la gravitation, qu'on utilise d'ailleurs aujourd'hui de la même façon, ce sont les mêmes équations qui aujourd'hui permettent de faire de la cosmologie scientifique. Et cette théorie révolutionnaire explique que la gravitation n'est pas une force qui s'exerce dans l'espace entre les objets, comme on l'apprend à l'école,
La gravitation n'est plus une force, c'est une déformation de l'espace-temps, induite par les objets qui sont présents dans l'espace-temps et par l'énergie qu'il contient, de sorte que, au lieu de penser que, par exemple, quand un corps tombe, c'est parce qu'il est attiré par la Terre, il faut imaginer qu'en réalité, la Terre déforme l'espace-temps dans son voisinage, et les objets que nous voyons tomber, en réalité, vont en ligne droite en suivant un toboggan dans un espace-temps déformé. Là encore, on a une idée de la gravitation qui est complètement contre-intuitive et qu'on ne peut comprendre que grâce à des calculs utilisant eux-mêmes des concepts mathématiques sophistiqués. Et donc l'einsteinisme, c'est l'idée que pour comprendre le monde, il faut s'appuyer sur des mathématiques abstraites, adaptées aux problèmes qu'on veut résoudre. Et ce que je vais vous montrer, c'est que la physique quantique, au grand dam d'Einstein lui-même, a obligé à rompre, ou en tout cas à dépasser l'einsteinisme. Alors comment est-ce que ça s'est produit? En physique classique, la physique classique, c'est celle d'avant la relativité et la mécanique quantique, donc c'est la physique qui va du XVIIIe au XIXe siècle. On considère qu'il y a deux sortes d'objets physiques. Il y a les corpuscules, et puis il y a les ondes. Est-ce qu'il existe une expérience qui permette de distinguer les ondes des corpuscules? Oui, c'est l'expérience fameuse des fentes Young, comme on l'appelle. Donc il y a une plaque percée par deux fentes. On peut envoyer sur cette fente des corpuscules, des petits grains de matière si vous préférez. Ils passent ou ils passent par l'une des deux fentes. Et ce qu'on recueille sur l'écran, eh bien, c'est deux bandes, une qui correspond aux particules, aux corpuscules qui sont passés par la première fente, la seconde qui correspond aux particules qui sont passées par la seconde fente. Bon. Si maintenant, au lieu de prendre des corpuscules, je prends l'autre catégorie d'objets de la physique classique, c'est-à-dire des ondes, les ondes sont capables de s'ajouter entre elles. Comme vous savez, une onde électromagnétique plus une onde électromagnétique, c'est encore une onde électromagnétique. Et donc, dans le même dispositif expérimental, si j'envoie une onde, eh bien, les ondes traversent par les deux fentes, et puis derrière, elles vont se superposer l'une à l'autre, soit de façon constructive, soit de façon destructive, de sorte que sur l'écran, on verra apparaître des franges dites d'interférence, sombres ou brillantes, qui sont la manifestation du fait que les ondes sont capables de se superposer les unes aux autres, au sens où leurs amplitudes peuvent s'ajouter les unes aux autres. En fait, ce qui a déclenché la mécanique quantique, entre autres choses, c'est une expérience dont les lecteurs de la revue Physics World en 2002 ont déclaré par vote qu'elle avait été l'expérience la plus importante et la plus belle aussi de toute l'histoire de la physique. En quoi consiste cette expérience? Eh bien, j'envoie des particules de matière ou de lumière, des électrons par exemple, ou bien des photons, avec un débit à la source qui est très faible. Donc j'envoie les particules, entre guillemets, une par une, dans le dispositif des fentes de Young. Et ce que je vois au départ, c'est que... Alors si j'éclaire cet écran, vous ne voyez rien, il faut que j'éclaire... Au départ, vous voyez que les particules se déposent sur la plaque photographique comme des points, ce qui laisse penser que ce sont des corpuscules. Mais à mesure que le temps passe, le flux augmente et je vois peu à peu se dessiner des franges d'interférence. Donc ce sont des corpuscules, ce sont des ondes. Comment expliquer cette sorte de dualité? Tout simplement en disant que les particules quantiques ne sont ni des ondes, ni des corpuscules, ni même un mélange des deux. Elles sont autre chose. Comment les décrire? Alors c'est là qu'on entre dans l'abstraction, et c'est là aussi qu'on se rend compte que les jeunes gens qui ont élaboré ce formalisme étaient des génies. Ces gens se sont dit, finalement, quelle est la propriété des ondes qu'elles ont en propre, si j'ose dire? C'est justement le fait qu'elles sont capables de se superposer, de s'ajouter les unes aux autres. Eh bien, on va décider que ce principe de superposition doit être généralisé. C'est-à-dire, on va l'appliquer à tous les systèmes physiques, sans s'occuper de savoir s'ils sont corpusculaires ou ondulatoires. Je prends une particule, un atome, une galaxie, n'importe quoi. Je vais décrire l'état de ces systèmes par des entités mathématiques, A, B, C, etc. Ah, pardon.
A, B, C, etc. Et je vais simplement exiger que si A et B, par exemple, sont deux états possibles du système, alors A plus B, la somme, est aussi un état possible du système. Et puis je vais m'autoriser à pouvoir multiplier l'état en question A par n'importe quel nombre complexe. Ça fera aussi un état possible. Et donc on généralise, on universalise le principe de superposition. Et vous vous souvenez, quand on, peut-être de cours de classe terminale, une structure dans laquelle on peut ajouter les éléments qui la composent, c'est ce qu'on appelle un espace vectoriel. Donc le seul fait de dire les états peuvent s'ajouter signifie qu'on les décrit par des vecteurs, éléments d'un espace vectoriel. Et donc on va dire que A, B, C, etc. sont les vecteurs d'état des particules ou des objets qui nous intéressent. Et en fait, ces espaces vectoriels, on les appelle des espaces de Hilbert, du nom d'un grand mathématicien qui a collaboré à leur définition. Et en fait, ils apparaissent comme des structures mathématiques qui permettent la cohabitation de plusieurs alternatives mutuellement exclusives. Par exemple, si A, c'est l'électron ici, si B, c'est l'électron là, A plus B, c'est quelque chose qui a l'air de faire cohabiter deux possibilités qui sont mutuellement exclusives. Et donc, le seul fait de coller un vecteur d'état sur le dos des objets quantiques va nous plonger dans un enfer ontologique et poser des tas de questions d'interprétation sur le lien qu'il y a entre l'espace des représentations des systèmes et l'espace physique dans lequel on fait les expériences. Et ce débat autour de l'interprétation de la mécanique quantique a démarré en 1927. Aujourd'hui, il n'est pas clos, mais il y a eu des résultats fondamentaux qui ont permis d'avancer dans son traitement. Alors pourquoi est-ce que le débat rend la chose en fait incompréhensible? Voilà, je vais prendre un électron. Un électron, c'est une particule qui, comme beaucoup d'autres, a ce qu'on appelle un spin. Le spin, c'est un moment cinétique intrinsèque, c'est une sorte de rotation sur lui-même, même si cette image en fait est fausse, mais c'est juste une façon de parler. Et en fait, quand vous mesurez le spin d'un électron, vous trouvez soit une certaine valeur positive, quand vous le mesurez dans une certaine direction, vous trouvez soit plus 1,5 dans une certaine unité, soit moins 1,5. Jamais autre chose. Et donc, vous allez dire, un électron, il est soit dans l'état A, si son spin est vers le haut, soit dans l'état B. Et là, donc je l'envoie dans un canal grand I, et là j'ai un dispositif qui est tel que si l'électron est dans l'état A, il va aller dans le canal grand A, et s'il est dans l'état B, il va aller dans le canal grand B. D'accord? Alors je dois aussi préciser dans la description de l'état de la particule l'endroit où elle se trouve. Donc le dispositif qui est là, il envoie un électron qui est dans l'état interne, spin A, dans le canal grand I, il l'envoie dans le canal grand A avec le même état interne petit a, et si au contraire il est dans l'état B, ça l'envoie dans le canal grand B. Okay. Maintenant, que dit la mécanique quantique? Je peux ajouter les états. Donc si je peux faire un électron dans AI et un autre dans BI, je peux faire un électron dans A plus BI. Que va devenir cet électron? J'ajoute les trucs, ça donne A grand A plus B grand B. Le problème d'interprétation de la physique quantique, c'est que personne ne sait ce que veut dire ce terme. Vous pourriez dire, mais en fait, quand l'électron arrive ici, il est sommé de choisir. Soit il se met dans l'état interne petit a et il va dans le canal grand A, soit il se met dans l'état interne petit b et il va dans le canal grand B. Mais si c'est vrai, alors je peux imaginer d'envoyer plein d'électrons dans ce dispositif, je referme les deux canaux dans un canal I'. Donc si j'ai raison, il y a des électrons qui vont passer là, dans l'état A, se retrouver ici dans AI', et puis les autres vont passer là et se retrouver dans le canal I', dans l'état BI'. Donc si on fait leur choix ici, ça voudrait dire que dans le canal I', j'ai un mélange entre deux populations d'électrons, certains qui sont dans l'état A et les autres qui sont dans l'état B. Donc dans le canal I', les électrons ont un état interne bien défini. Et en fait, ce que montrent les calculs, assez simples, c'est que vous n'avez pas le droit de raisonner de cette façon, parce que si vous faites cette hypothèse, eh bien, la valeur moyenne de certaines observables, selon que vous considérez que c'est un mélange, ou selon que vous considérez que c'est une superposition, ne donnera pas le même résultat. Conclusion, vous n'avez pas le droit de dire qu'un électron dans l'état A plus B est un électron qui mélange lui-même les deux possibilités. Que dit la physique quantique?
Eh bien, elle dit simplement que si vous mettez un détecteur ici qui mesure l'état interne de la particule, quand elle est dans cet état, vous avez une chance sur deux de la trouver ici, et vous avez une chance sur deux de la trouver là. Autrement dit, le fait de faire la mesure va modifier l'état du système. Au départ, c'était la somme de deux possibilités. Le fait de faire une mesure n'actualise qu'une seule de ces deux possibilités. La somme devient un seul terme. On parle de réduction du paquet d'ondes. Alors Einstein, quand il voit ça, évidemment, lui qui est un réaliste, Einstein, il pense que faire une mesure sur un système, c'est une opération passive. C'est une sténographie. Quand vous mesurez la propriété d'un objet, vous obtenez un résultat qui aurait eu la même valeur si la mesure n'avait pas été faite. Une mesure, c'est un enregistrement de propriétés qui sont déjà définies. Or là, la mesure change l'état du système. Vous faites une mesure dans l'espace physique où vous êtes, à 3 dimensions, et ça modifie un vecteur dans l'espace de Hilbert abstrait au sein duquel vous représentez l'état physique. Comment c'est possible? Donc Einstein se dit, c'est simple. Si je trouve l'électron là, avec l'état interne petit a, c'est que immédiatement, ou plutôt quelques fractions de secondes avant la mesure, il était déjà dans cet état. Mais la physique quantique, non, vous dit avant il était comme ça. Il n'était pas dans AA, il était dans AA plus BB. Conclusion d'Einstein, la physique quantique est incomplète, comme le catalogue de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres cachés que la physique quantique ne prend pas en compte, qui, s'ils existaient, et s'ils nous étaient connus surtout, nous permettraient de prédire à coup sûr dans quelle branche de ce dispositif sera détecté l'électron. Nous ne connaissons pas ces paramètres, mais ils existent. Donc la physique quantique est incomplète, puisqu'il lui manque des informations sur ce que nous pourrions connaître de l'état du système. D'accord ? Et en fait, c'est cette façon de penser qui va être démentie par l'expérience des années 80 dont je vais parler. En fait, la physique quantique, elle donne raison à cet aphorisme de Yogi Berra. Yogi Berra, ce n'est pas un physicien, c'est un joueur de baseball. Grand joueur de baseball qui est décédé il y a quelques années, qui a été entraîneur et qui était connu pour, disons, stimuler ses joueurs en leur sortant des aphorismes paradoxaux. Comme par exemple, n'oubliez jamais d'aller aux obsèques de vos amis, sinon ils ne viendront pas aux vôtres. Et celle qui correspond à la situation quantique, c'est quand ta route te mène à un embranchement, prends-le. D'accord ? Ce qui veut dire que dans cette situation, le vecteur d'état de la particule, il prend les deux embranchements. En fait, il se délocalise. D'accord ? Et c'est ça qu'Einstein ne pouvait pas accepter. Et donc, en fait, Einstein a commencé à attaquer, non pas l'exactitude de la physique quantique. Einstein n'a jamais critiqué la physique quantique au sens où elle donnerait des prédictions fausses. Jamais. Il a toujours reconnu son efficacité en disant que c'est une théorie parfaite, au sens où elle rend bien compte des résultats des expériences. Mais il pensait qu'elle n'était pas complète, et donc, entre 1927 et 1935, en gros, il a inventé des expériences de pensée pour mettre en défaut la mécanique quantique. Et dans ces expériences de pensée, il mettait toujours en scène une seule particule. Et à chaque fois, Niels Bohr, qui lui pensait que la physique quantique était complète parce qu'elle prédit exactement les résultats des mesures, on ne peut pas demander plus à une théorie. En fait, Einstein disait une théorie physique doit décrire le monde tel qu'il est. Mais Bohr disait non, la réalité est intrinsèque, on ne sait pas ce que c'est. Une théorie physique doit décrire notre interaction avec ce qui est, pas le monde lui-même. Donc c'était un débat métaphysique. Et la beauté de l'histoire, c'est que ce débat métaphysique a été tranché par une expérience. Un débat philosophique a été tranché par une expérience de physique en laboratoire. En fait, en 1935, Einstein est à Princeton, il a quitté l'Europe, et il collabore avec deux jeunes physiciens qui s'appellent Podolsky et Rosen. Et ils ont une idée assez géniale, qui est de critiquer la physique quantique, non plus en utilisant une critique qui porterait sur une seule particule, mais sur deux particules. Et en fait, ils passent de 1 à 2, un peu comme Galilée l'avait fait pour la chute des corps. Vous savez, à l'époque de Galilée, on pensait que conformément à l'observation,
les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. C'est ce qu'on voit. Les boules de pétanque tombent plus vite que les balles de ping-pong. Voilà, l'observation dit cela. Et Galilée, qui veut montrer que c'est faux, et qui n'a pas de données, hein, c'est un peu comme pour la physique quantique, à l'époque on ne sait pas mesurer la vitesse des corps qui tombent, on ne sait pas si le vide existe, on se dispute à propos de savoir s'il existe ou non. Et Galilée énonce en 1604 que tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Donc il énonce une loi dont personne n'a jamais vu l'actualisation dans un phénomène. C'est une loi qui contredit l'observation. Comment est-ce qu'il l'a trouvée? En passant de 1 à 2. C'est-à-dire en montrant que si Aristote avait raison, alors on peut imaginer des situations qui, s'il avait raison, mèneraient à des conclusions absurdes. Je prends une boule de pétanque, une balle de ping-pong. Aristote me dit, la plus lourde va tomber plus vite. Très bien. Maintenant, je mets une ficelle qui relie les deux. Expérience de pensée. Je laisse tomber l'ensemble. Que dit Aristote? Aristote dit, c'est plus lourd. Donc ça tombe plus vite que la boule de pétanque toute seule. Mais en même temps, la balle de ping-pong qui est moins lourde va tendre la corde, puisqu'elle tombe moins vite. Elle va faire parachute. Et donc l'ensemble va tomber moins vite que la boule de pétanque toute seule. Donc il y a un paradoxe. Comment résoudre le paradoxe? En disant que la balle de ping-pong tombe exactement à la même vitesse que la boule de pétanque. Ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc une expérience de pensée oblige à réinterpréter l'observation pour montrer comment une loi qui la contredit l'explique quand même. En disant, il y a d'autres forces que la gravitation, résistance de l'air, poussée d'Archimède, et ce sont elles et seulement elles qui sont responsables de la différence de vitesse que nous observons entre les objets les plus lourds qui tombent et les objets les plus légers. Donc vous voyez comment la physique se construit, en fait, contre le sens commun et surtout contre l'observation. Alors j'en reviens à cette histoire. Einstein, avec ses deux collègues, Podolsky et Rosen, écrivent un article dans la Physical Review qui paraît le 15 mai 1935, qui est un article de 4 pages, très simple à lire, qui est l'article le plus cité de toute l'histoire de la physique. Ça va créer un tremblement de terre. Et en fait, il montre, d'abord il part de l'hypothèse que, petit a, les prédictions de la physique quantique sont justes. Deuxième hypothèse, je les cite exactement, deuxième hypothèse, aucune influence ne peut se propager plus vite que la lumière. Ça, c'est ce qu'implique la relativité d'Einstein. On ne voit pas très bien comment Einstein aurait pu imaginer une autre hypothèse que celle-là. Troisième hypothèse, c'est si, en ne perturbant aucunement un système, on peut prédire avec certitude, c'est-à-dire avec une probabilité égale à l'unité, la valeur d'une quantité physique, alors il existe un élément de réalité physique correspondant à cette quantité physique. Voilà. Et ensuite, ils imaginent un dispositif à deux particules qui montre que la physique quantique, si on la considère comme complète, aboutit à des conclusions absurdes, ce qui, à leurs yeux, démontre qu'elle est incomplète. Alors je vais prendre donc, je simplifie un peu leur exemple et je l'adapte à des considérations, disons, plus modernes. Je prends deux particules qui ont interagi dans le passé, par exemple deux électrons. Je sais qu'en vertu de certaines lois de conservation, si celui qui part à gauche a un spin plus, celui qui part à droite a un spin moins. Évidemment, ils partent dans des directions opposées. Et donc, si le premier est dans l'état A, plus, le second est dans l'état B, moins. Okay. Et je vais décrire leur état par une fonction d'onde, que je vais appeler psi. Donc, c'est le psi pour les deux particules. Donc, première hypothèse, c'est la particule 1 qui part à gauche, qui est dans l'état A, et la particule 2, du coup, sera dans l'état B. Si au contraire, c'est la 2 qui part dans l'état A et la 1 qui part dans l'état B, j'aurai cet état-là. Mais ce que me dit la physique quantique, c'est que je ne sais pas à l'avance laquelle va partir avec un spin A ou un spin plus. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je dois ajouter les fonctions d'onde. Je dois faire jouer le principe de superposition, de sorte que la fonction d'onde de la paire, formée par les deux électrons, c'est la somme des deux fonctions d'onde
dans lesquels les états internes des particules étaient bien déterminés. Là, je pouvais dire que la 1 avait l'état A, la 2 avait l'état B, mais quand c'est une superposition qui se met à jouer, je ne sais plus. Je ne sais plus laquelle est partie avec le spin A, ni laquelle est partie avec le spin B. Que dit la physique quantique? Qu'il faut faire une mesure. Il faut faire une mesure. Si je fais une mesure, par exemple, j'ai trouvé que c'est le 1 qui a l'état interne petit a. Donc, aussitôt après la mesure, la fonction de la paire va se réduire à ce terme. Celui-ci va disparaître. Il y aura la réduction du paquet d'ondes dont j'ai parlé. Donc la mesure va faire que, alors qu'avant la mesure, l'état de l'électron n'était pas déterminé, après la mesure, par hasard, c'est l'une des deux possibilités qui va s'actualiser. Par exemple, c'est la particule 1 qui va se trouver dans l'état A. Ce qui veut dire qu'aussitôt, quelle que soit la distance qui sépare les deux particules, l'autre va se mettre dans l'état B, instantanément. Et évidemment, cette expérience, telle que la physique quantique l'a décrit, viole la localité, le point B de l'argumentation de l'article EPR. EPR, c'est les 3 initiales de Einstein, Podolsky, Rosen. D'accord? Ça veut dire qu'il doit y avoir, selon Einstein, transmission d'un signal à une vitesse infinie, qui, dès que la particule 1 se met dans l'état A, va dire immédiatement à l'autre, moi je me suis mis dans A, tu dois te mettre dans B. Alors pour Einstein, c'est inconcevable, c'est pas possible, etc. Donc c'était un débat en fait philosophique. Niels Bohr, quelques semaines plus tard, après une succession de nuits blanches, va répondre à Einstein, à l'article PR, par un article dans la même revue qui porte le même titre. Est-ce que la mécanique quantique peut être considérée comme complète? Réponse d'Einstein et de ses deux collaborateurs, non. Réponse de Bohr, oui, avec des arguments extrêmement confus. Voilà. Et ce débat n'a pas intéressé grand monde à l'époque. Les gens appliquaient la physique quantique avec succès, ne rencontraient pas d'obstacles, et les questions d'interprétation étaient considérées comme des questions philosophiques, pour philosophes, mais qui n'avaient pas d'incidence sur la façon de pratiquer la physique. Puis en fait, en 1964, alors qu'Einstein et Bohr étaient tous les deux décédés, un physicien théoricien du CERN, irlandais, qui s'appelle John Bell, a voulu tirer cette affaire au clair. Et il a pris une année sabbatique pour réfléchir à ces questions. Au départ, il était partisan du réalisme einsteinien, car il pensait que les particules emportent avec elles leurs propriétés localement, et donc on peut toujours considérer que dans certaines situations, deux événements ne peuvent pas s'influencer mutuellement à distance. Quand? Quand la distance qui les sépare dans l'espace est suffisamment grande, et quand la durée qui les sépare dans le temps est suffisamment petite pour que la lumière n'ait pas le temps de connecter le premier au second. Donc, John Bell était d'accord avec Einstein pour dire que la physique doit décrire les objets localement, c'est-à-dire comme s'ils portaient en eux-mêmes les propriétés qui sont celles qu'on mesure lorsqu'on effectue une mesure sur eux. Bon. Simplement, il avait remarqué une chose, c'est que les physiciens comme Dobroy ou David Bohm et quelques autres, qui avaient essayé de compléter la physique quantique en lui ajoutant des paramètres cachés dans le sens que préconisait Einstein, toutes ces théories alternatives étaient non locales. Non locales, c'est-à-dire ne respectaient pas le critère de localité que je viens d'énoncer. Et donc John Bell s'est demandé, mais est-ce que c'est une propriété particulière des théories alternatives qui ont été élaborées jusqu'à maintenant? Ou est-ce que c'est une propriété obligatoire? C'est-à-dire, si on suppose que les prédictions de la physique quantique sont justes, est-ce qu'on est obligé d'admettre que par voie de conséquence, la localité n'est pas respectée? Et ce qu'a montré John Bell dans un article très court de 1964, c'est toujours des articles très courts, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il existe des situations expérimentales qu'on peut envisager, dans lesquelles on pourra voir si la physique quantique, sans paramètres cachés supplémentaires, est vraie ou pas. C'est-à-dire qu'il existe des situations qui montrent qu'une théorie à variable cachée qui compléterait la physique quantique donnerait des résultats d'expérience
différents de ceux de la mécanique quantique telle qu'elle est, c'est-à-dire sans paramètres cachés. À l'époque, aucun moyen ne permettait de faire ces expériences. Puis les lasers ont été mis sur pied, et à partir des années 70, des gens avec des photons, donc produits par des lasers, ont commencé à tester ce qu'on appelle les inégalités de Bell, du nom de ce physicien. Et l'expérience qui a vraiment conclu l'affaire a été menée en 1980 par l'équipe d'Alain Aspect à l'Institut d'optique à Orsay, puis a été reproduite avec des variantes dans les années qui ont suivi, et qui ont établi un fait, et ces expériences ont établi un fait expérimental. Ceux qui étaient vivants en 1981 se souviennent que ce résultat a fait la une de tous les journaux pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, avec une intensité médiatique bien supérieure à celle qu'on a pu connaître au moment de la découverte du boson de Higgs ou des ondes gravitationnelles. Ça a produit un véritable choc, puisque les expériences ont montré que c'était la physique quantique qui avait raison. C'est-à-dire que deux particules qui ont interagi dans le passé demeurent corrélées très fortement, plus fortement que ce qu'aucune corrélation classique ne permettrait d'expliquer, quelle que soit la distance qui les sépare. Et donc par la pensée, vous n'avez même pas le droit de les penser comme deux particules séparées. Dans le fait, elles ne forment qu'un seul système. Et faire une mesure sur ce système, à quelque endroit de l'espace que ça se passe, c'est faire une mesure sur l'ensemble du système et non pas sur une des composantes du système. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Rolling Stones. Hein. C'est-à-dire que le tout est plus que la somme de ses parties. Et les Rolling Stones, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils jouent ensemble depuis 55 ans. Et à chaque fois qu'ils ont tenté une carrière solo, ça n'a pas vraiment marché. C'est la totalité qu'ils forment qui fait le halo symbolique des Rolling Stones. Et d'ailleurs, Keith Richards, le guitariste, le dit lui-même lorsque, dans une interview récente, il précise « Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais un lien s'est créé là, qui tient toujours, malgré tout le reste, comme un pacte très solide. » D'accord ? Donc il y a des particules intriquées. Et ce qui s'est passé dans les années 80, c'est que les gens se sont dit, ça c'est quand même une grande bizarrerie, c'est une étrangeté. Il y a eu beaucoup de colloques pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. L'intrication, la non-séparabilité. On a du mal à trouver les bons mots pour la dire. Il faut passer par la description en termes de vecteurs d'état dans l'espace de Hilbert pour que ça ait vraiment un sens qui soit manipulable par des calculs et des prédictions. On ne sait pas ce que c'est vraiment, mais on peut l'utiliser. Et c'est ça la deuxième révolution quantique. Je pourrais dire la seconde, mais comme il y en a peut-être une troisième, je préfère dire la deuxième révolution quantique. C'est l'idée que finalement, cette intrication, cette contextualité, comme on l'appelle aussi, c'est une ressource. Ça nous donne des moyens d'agir, de calculer, de transmettre des informations, etc., en utilisant ce qu'on appelle des qubits. Alors les qubits, les bits classiques, c'est ceux des ordinateurs classiques, c'est 0 ou 1, c'est des valeurs bien déterminées. Ce qu'on appelle un qubit, c'est n'importe quelle superposition d'un 0 et d'un 1. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est réel sous la forme alpha état 0 plus bêta l'état 1. Et toutes les valeurs de alpha et bêta sont possibles à condition qu'elles satisfassent à des conditions de normalisation, peu importe le détail. D'accord ? Autrement dit, dans un qubit, vous pouvez mettre beaucoup plus d'informations que dans un bit classique. Un qubit, ce n'est pas la même chose qu'un bit classique pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on ne peut pas cloner un qubit. On ne peut pas copier l'information d'un qubit, parce qu'en le copiant, on le détruit. Mais à partir des années 90, on a commencé à penser, grâce à des intuitions de Richard Feynman et d'autres travaux de théoriciens, à la possibilité d'un ordinateur quantique. Un ordinateur quantique, ce serait un dispositif qui, au lieu de travailler... Pourquoi il est à l'envers? Je ne sais pas. En fait, ça, c'est l'entrée, si je vous le mets à gauche. Ça, c'est des qubits. Vous voyez, ça superpose. Alors, ça superpose des couleurs, une sorte d'arc-en-ciel. C'est une mauvaise représentation parce que je viens de vous dire qu'une superposition, ce n'est pas un mélange. C'est pas un mélange. Mais bon, c'est une façon de représenter une superposition. On a une boîte noire qui est l'ordinateur, on fait des calculs avec les qubits, ce sont des calculs qui sont massivement parallèles. À la différence d'un ordinateur classique où on peut suivre le détail des calculs pas à pas,
dans un ordinateur quantique, on ne peut pas regarder ce qui se passe, parce que si on le regarde, on détruit le processus. Et à la fin, on fait une mesure qui va transformer les superpositions, donc les qubits, en bits classiques, avec une information qui est l'information de type habituel. Est-ce que de tels ordinateurs verront le jour? Beaucoup le pensent. Il y a des verrous technologiques énormes. Ça mobilise beaucoup de chercheurs, comme vous savez aujourd'hui. Et en termes de conclusion, je citerai à nouveau Yogi Berra, qui disait « La théorie et la pratique, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. » D'accord ? Donc il faut attendre la suite de l'histoire pour voir si cette idée théoriquement possible pourra s'actualiser ou non. Et pour le cas où vous n'auriez pas compris ce que j'ai dit, je voudrais vous citer cette petite remarque du poète Jules Supervielle, au cas où vous auriez besoin d'aide pour mieux comprendre. Un homme à la mer lève un bras, crie au secours, et l'écho lui répond « Qu'entendez-vous par là ?» Je vous remercie pour votre attention.